Alors, lorsqu'on compte la complexité d'un algorithme, jusqu'à présent, on a fait une formule exactement en fonction de n, la taille de l'entrée, pour le nombre d'opérations qu'on avait choisi de compter. Mais en fait, ce qu'on fait en général, c'est pas exactement ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le nombre exact d'opérations, mais c'est l'ordre de grandeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque la taille de l'entrée devient très grande, pardon, eh bien, il y a un terme qui domine généralement tous les autres. Et c'est ça qui va être important, puisque c'est ça qui va nous dire si notre algorithme est efficace ou pas, et c'est ça qui va nous dire s'il y aura une grande différence lorsqu'on change la taille de notre entrée entre une petite entrée et une grande entrée. Alors, par exemple, si notre algorithme nécessite 3n carré plus 5n plus 3 opérations, eh bien quand n devient grand, le terme dominant, ça va être celui-ci, celui qui contient le n carré, donc le 3n carré. Donc on ne gardera que le terme de plus haut degré dans ce polynôme, c'est-à-dire 3n carré. Et en fait, même en général, on enlève la constante multiplicative, on garde que le n carré. Et donc on écrira ça grand O de n carré. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors, un deuxième exemple. Pour 4n plus 18 opérations, le terme le plus important quand n devient très grand, c'est 4n. Parce que 18, 18 sera toujours 18, quelle que soit la valeur de n. Mais imaginez quand n devient de l'ordre de 1 milliard, et ben, du coup, c'est ça qui va l'emporter par rapport au 18, qui reste constant. Donc, pour ce nombre-là d'opérations, le terme le plus important, c'est le 4n. On enlève la constante et on dit que la complexité temporelle est donc de grand O de n. Le grand O, ça sert à dire que on a gardé que la partie de l'ordre de plus grand et on a enlevé des choses autour. Donc on peut dire une sorte d'approximation. Pour 5n³ plus 100n moins 45, et bien quand n devient très grand, le terme qui l'emporte, le terme le plus important, c'est celui qui contient le n³. Donc 5n³, et si on enlève la constante, il nous reste un grand O de n³. Donc ça se prononce grand O de n³. Et on fait en général la liaison. Sinon, c'est grand O de n ou n³ ou n carré, suivant ce qu'on a dans les parenthèses. Alors, du coup, on ne peut pas faire une liste exhaustive de ce qu'on va retrouver comme ordre de grandeur, mais il y a des grands classiques comme ordre de grandeur qu'on retrouve souvent quand on analyse la complexité de notre algorithme. Voici un petit panel des ordres de grandeur qu'on va retrouver, du plus important au moins important. Alors, lorsque n apparaît dans l'exposant au-dessus d'une constante, par exemple 2 puissance n ou 3 puissance n sur 2, on dit qu'il s'agit d'une exponentielle en n. Et donc on note grand O de 2 puissance n. Donc ça, souvent en L1, on n'aura pas vraiment pire que ça. Et c'est ce qu'on veut généralement éviter, puisque c'est des algorithmes qui sont pas efficaces. Alors, un peu mieux, c'est avoir un terme qui est polynomial, c'est-à-dire issu d'un polynôme. Donc c'est de la forme une constante fois n puissance k, où c et k ne dépendent pas de n. Et donc, on le notera grand O de n puissance k. Et donc, plus le k est grand, plus le terme est important. Donc, si k égale 3, c'est-à-dire n³, eh ben, c'est plus important que si k égale 2, qui est du n carré. Donc, ces deux-là, on les a vus. Ensuite, plus bas que du polynomial, c'est un terme logarithmique, c'est-à-dire de la forme une constante fois log de n, où la constante, bien sûr, ne dépend pas de n, sinon c'est pas une constante. On notera ça grand O de log n. Par exemple, 6 log n opérations. Alors, c'est l'occasion de vous dire que en informatique, la façon standard de parler du logarithme et d'utiliser le logarithme est du logarithme en base 2.
Et c'est généralement pas la façon standard d'avoir le logarithme en mathématiques, puisqu'en général, le log standard en mathématiques, c'est plutôt le logarithme népérien. Et du coup, comme c'est notre façon standard de faire du logarithme, souvent on finit par enlever l'indice 2, ici, qui indique que c'est vraiment un log en base 2. Donc en informatique, si vous voyez log tout court, ça veut très probablement dire que c'est un log en base 2. Et le mieux du mieux, c'est un terme constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de n. Par exemple, 45 opérations, 45 opérations, ça ne dépend pas de n. Et on note ça grand O de 1. Donc voilà notre hiérarchie du pire au mieux. C'est exponentiel, polynomial, logarithmique, constant. Bien sûr, c'est non exhaustif. Alors, des exemples. Si j'ai ceci, eh bien, ce qui va l'emporter comme terme dominant, c'est le 2 puissance n. Donc c'est un ordre de grandeur exponentiel en n et on le note grand O de 2 puissance n. Si j'ai ceci, eh bien, ce qui va l'emporter quand n est grand, c'est le n puissance 4. Donc on le note grand O de n puissance 4. Si j'ai ceci, eh bien, ce qui va l'emporter quand n est grand, c'est le n carré, ici, donc on note grand O de n carré. Si j'ai ceci, ce qui va l'emporter quand n est grand, c'est la partie linéaire, ici, en n, donc grand O de n. N puissance 1 ou n tout court, quoi, c'est pareil. Si j'ai ceci, ce qui va l'emporter quand n est grand, donc la partie qui est la plus importante, c'est la partie qui est logarithmique ici, donc grand O de log n. Et si j'ai 45 tout court, en fait c'est du n puissance 0, hein, mais du coup on ne le voit pas, on ne l'écrit pas. Donc c'est ordre de grandeur constant et on l'écrit grand O de 1. Donc là c'est classé par ordre décroissant. Alors attention, dans tous mes exemples, vous avez dû remarquer que la partie qui l'emporte, c'est la partie qui est la plus à gauche parmi tous les termes. Alors, certes, ça ne veut pas dire que systématiquement, pour savoir quel est le terme qui l'emporte, il faut regarder à gauche. C'est seulement que par convention, souvent en maths, on écrit le terme qui l'emporte à gauche, mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est une sorte de convention. Donc du coup, c'est souvent écrit comme ça, mais c'est pas toujours écrit comme ça. Et surtout, si vous êtes en train de faire des calculs, c'est écrit comme vous l'avez écrit. Donc si vous ne respectez pas la convention, le terme le plus important, il ne sera pas forcément écrit à gauche. D'accord? Donc il faut bien chercher parmi le plus grand. Mais c'est pas très compliqué, hein. Là, vous voyez bien qu'entre du carré, du cube ou du n puissance 4, le plus important, c'est le n puissance 4. Alors, il y a certains ordres de grandeur qui reviennent très souvent et qui ont un nom. Alors, on vous demande, dans le cadre de cette UE, de savoir à la fois la notation avec le grand O et aussi le nom. Parce que c'est important, on utilise les deux, il faut savoir s'y retrouver. Donc, en examen, on exige souvent les deux. Alors, là, du plus grand au plus petit parmi la sélection que j'ai fait, quand on a du n puissance 3, on dit que la complexité temporelle est cubique. Quand on a du n puissance 2, on dit que la complexité temporelle est quadratique. Alors un exemple qui est important, il n'a pas de nom malheureusement, mais il faut que vous le sachiez parce qu'on va le rencontrer de temps en temps dans des cas particuliers. On a du n log n. Alors le n log n, c'est plus que du n, mais c'est moins que du n carré. D'accord? Tout simplement parce que le log n, c'est plus que constant, mais c'est moins que n. Donc, ça, c'est comme si c'était du n fois 1, et ça, c'est comme si c'était du n fois n. Donc, du n fois log n, c'est entre les deux. Donc là, on dit que la complexité est en n log n. Il n'y a pas de nom particulier, mais il faut la connaître et savoir la placer sur l'échelle entre les autres. Ensuite, quand on a du grand O de n, on dit que la complexité est linéaire. Et quand on a du grand O de 1, on dit que la complexité temporelle est constante. Alors pour ceux qui se demandent, mais comment diable peut-on tomber sur une complexité en grand O de n log n, ne vous inquiétez pas, on aura des exemples. C'est notamment le cas quand on fait du divisé pour régner, donc il y a une technique algorithmique qu'on verra dans certains cas et qui est en fait un grand classique
des paradigmes algorithmiques, eh bien, on tombe assez naturellement sur du n log n, même si ça paraît un peu compliqué au premier abord d'imaginer de tomber sur une complexité en n log n. Alors, revenons sur nos exemples du début du chapitre qui étaient somme 1 et somme 2, et maintenant on va pouvoir les exprimer sous la terminologie qu'on a vue maintenant. Alors, on a vu précédemment que somme 1 nécessitait 2n plus une affectation, et somme 2 nécessitait seulement 2 affectations, quelle que soit la valeur de n. Et bien du coup, on dit que la complexité temporelle de somme 1 est linéaire, notée grand O de n, parce que sur 2n plus 1, c'est le terme en n qui l'emporte. Et la complexité temporelle de somme 2 est constante, notée grand O de 1. L'algorithme somme 2 est donc plus efficace que l'algorithme somme 1, puisqu'une complexité constante, c'est plus efficace qu'une complexité linéaire. Alors, pour l'instant, dans tous les exemples qu'on a vus, le nombre d'opérations à compter, ça dépendait uniquement de la taille de l'entrée. Ça ne dépendait pas de ce que contenait l'entrée. Mais parfois, on va voir dans l'exemple suivant, le nombre d'opérations qui sont effectuées, ça dépend de ce qu'il y a dans l'entrée. Et donc, s'il y a quelque chose qui est favorable, on va dire, ça va aller vite. Et puis, s'il y a un contenu qui est défavorable, ça va aller plus lentement. Et donc, dans ce cas-là, on peut se dire, bah oui, mais du coup, comment on compte est-ce qu'on fait plusieurs cas est-ce qu'on compte le mieux? Est-ce qu'on compte le pire? Est-ce qu'on compte la moyenne? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, voyons un exemple. On a une fonction cherche qui prend en argument un tableau d'entiers et un entier cible et qui cherche si cet entier apparaît dans le tableau. Et si oui, la fonction renvoie l'indice de sa case dans le tableau. Sinon, elle renvoie -1. Alors, on fait une fonction en pseudocode qui fait ça. Voilà. Donc, c'est une fonction qui va renvoyer un entier, puisque ça va être soit l'indice, soit -1, qui s'appelle cherche, qui prend en argument un tableau d'entiers et une cible. Bon. On initialise une variable i qui sera une sorte de compteur de boucle à 0. On initialise une variable à renvoyer qui est à -1, donc qui passera à la réponse en fait qu'on veut dès qu'on trouve l'entier cible. Et puis si on ne le trouve jamais, elle va rester à -1, puis on la reverra telle qu'elle. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, tant que i, c'est un indice valide du tableau, donc tant que i est strictement plus petit que la longueur du tableau, et que à renvoyer était toujours égal à -1, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à tant qu'on n'a pas trouvé notre réponse, et bien si notre case d'indice i dans le tableau est égale à la cible, eh bien, on dit qu'on a trouvé notre cible dans la case i. Donc, on met à jour notre variable à renvoyer avec l'indice i. Et on incrémente i, et on continue, ainsi de suite. Et donc, on sortira soit parce que on a dépassé la longueur du tableau, et donc dans ce cas-là, on va renvoyer ce qu'il y a dans à renvoyer qui sera encore -1, soit parce que ça c'est devenu faux, c'est-à-dire qu'on est passé par ici, qu'on a trouvé notre cible. Voilà. Donc ça, c'est notre algorithme en pseudocode de recherche de la cible pour trouver l'indice de la première occurrence de notre cible dans le tableau. Alors, pour compter la complexité, donc rappelez-vous, il y a deux règles. Il faut fixer en fonction de quoi on va compter la complexité. Donc là, en fonction du nombre de cases dans le tableau qu'on appelle n. Et il faut fixer qu'est-ce qu'on compte. Et là, on va compter le nombre de fois où on lit dans une case du tableau. Donc les lectures dans le tableau. Alors, on va faire d'abord sur quelques exemples. Donc, les lectures dans le tableau, il n'y en a pas 250 000 qui apparaissent dans le pseudocode, c'est ici. D'accord? Donc, en fait, à chaque itération ici, on évalue la condition du si. Donc, à chaque passage dans le tant que, on fait une lecture. OK. Alors, si le tableau contient 5, -2, 44, 10, 12, 25, et que la cible vaut 10, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On commence donc du début. On va lire table de 0, c'est 5, donc on n'a pas trouvé, on continue. On lit table de 1, c'est -2, on n'a pas trouvé, donc on continue.
Table de 2, c'est 44. On n'a pas trouvé, donc on continue. Table de 3, c'est 10. Ah, on a trouvé. Donc dans à renvoyer, on va mettre 3. Du coup, ça devient faux. Du coup, on quitte notre boucle tant que et on renvoie 3. Et on a fini notre fonction. Donc on a fait 4 lectures sur notre tableau qui contenait combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lectures sur un tableau à 6 cases. Ok. Maintenant, donc sur le même tableau avec la cible qui vaut moins 2, on lit table de 0, c'est 5, donc c'est pas la cible, donc je continue. Table de 1, ah bah c'est moins 2, donc j'ai trouvé ma cible, donc je termine ma boucle, parce que je mets à renvoyer à 1 et je quitte ma fonction. Donc sur un tableau à 6 cases, là j'ai fait 2 lectures. Et sur un tableau à 6 cases, tout à l'heure, je faisais 4 lectures. Donc là, je suis un petit peu embêtée, du coup, pour exprimer combien de lectures dans le tableau je fais en fonction de mon tableau à n égale 6 cases, parce que du coup, ça dépend de ce que convient le tableau et de combien vaut la cible. Et encore un autre cas, c'est toujours le même tableau. Maintenant, ma cible, c'est moins 24. En fait, moins 24, il n'est pas dans le tableau. Donc, en fait, je vais parcourir toutes les cases du tableau sans succès. Et je vais interrompre ma boucle tant que, quand ça, ce sera faux. Et je vais renvoyer moins 1. Donc, j'aurai lu dans toutes les cases du tableau. J'aurais fait 6 lectures dans mon tableau. Alors, je suis un peu embêtée. Comment faire pour exprimer de façon simple la complicité temporelle de cherche en fonction de mes 6 cases dans le tableau? Alors, on va compter la complexité en pire cas. C'est-à-dire que on dira au pire, on va effectuer tant d'opérations. Donc on regarde le cas le moins favorable. Donc sur notre exemple, au pire, on lit toutes les cases du tableau une fois. Donc c'est ce qui nous arrivait dans le dernier exemple. Dans le cas le moins favorable, on va lire dans toutes les cases du tableau. Donc i va prendre toutes les valeurs entre 0 et longueur du tableau moins 1, c'est-à-dire entre 0 et n-1. Et à chaque passage dans la boucle, on fait une lecture dans le tableau lorsqu'on évalue la condition du si. Donc la complexité temporelle, c'est donc de n lectures en pire cas. Donc la complexité est linéaire, qu'on note grand O de n. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on compte la complexité en pire cas? Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de compter autre chose? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on compte la complexité en pire cas? Parce que comme ça nous donne une garantie. Ça nous donne une garantie que dans le pire des cas, ce sera ça, et ça ne pourra pas être plus lent que ça. Parce qu'on a déjà envisagé le pire cas. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, il existe quand même d'autres analyses de complexité, en particulier la complexité en moyenne, où on se dit si le tableau est rempli avec telle distribution de probabilité, quelle sera la complexité en moyenne? Mais pour compter la complexité en moyenne, c'est une analyse qui est plus compliquée que la complexité en pire cas, et ça ne répond pas à la même question, parce que du coup, avec une complexité en moyenne, on n'a pas de garantie que ça ne va pas dépasser la moyenne, parce que c'est une moyenne, donc dans les pires cas, ça dépasse la moyenne. Donc ça ne répond pas à la même question, d'une part. Et d'autre part, pour savoir analyser la complexité en moyenne, où on a également un autre moyen de compter la complexité qui s'appelle la complexité amortie, en fait, il faut savoir compter la complexité en pire cas. Parce que les autres manières d'analyser la complexité se basent tous sur cette mesure de complexité de base qui est la complexité en pire cas. Donc d'abord, on vous apprend la complexité en pire cas. Une fois que vous aurez bien compris ça, vous pourrez voir en L2 ou en L3 des mesures de complexité plus fines.